Voilà. Donc, bienvenue à cet atelier conférence avec Louise Henry. Je vous invite à prendre connaissance du fait que nous émettons un trigger warning, donc un avertissement finalement de trauma, en ce sens que c'est un sujet qui est pour le moins percutant, qui va vous être partagé ce soir, justement par quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui maîtrise très bien le sujet. Vous allez voir qu'il a un parcours extraordinaire, donc de voir justement à travers vous-même de regarder est-ce que je suis à l'aise de regarder finalement cet atelier pour en être consciente. Donc, soyez bien conscients que ce sera des sujets percutants. Maintenant que le trigger warning est fait, je vous présente Louise Henry, qui est celle qui animera finalement l'atelier. Donc, Louise Henry, c'est une militante pour les droits des femmes incarcérées ou judiciarisées. D'ailleurs, elle a elle-même déjà été incarcérée au Leclerc pendant 11 mois. Elle est membre de la Coalition d'action et de surveillance sur l'incarcération des femmes du Québec, qui regroupe notamment la Ligue des droits et libertés, la Fédération des femmes du Québec et le Centre des femmes de Laval. En mai 2022, elle a publié « Délivrez-nous de la prison Leclerc » chez Éco-Société, un témoignage pour le moins poignant qu'on ne peut ignorer. Et pourtant, l'État fait encore la sourde oreille face aux conditions de détention désastreuses dans lesquelles se trouvent les femmes au Leclerc, en ce moment même d'ailleurs. On l'accueille aujourd'hui pour que sa propre parole ait un écho en Estrie. Donc voici l'introduction. Je laisse Louise Henry prendre la parole et nous partager tout simplement tout ce qu'elle voudra. Merci beaucoup, Caroline. Enchantée tout le monde. Pour commencer, je vais rectifier une petite chose. Mon nom est Louise Henry et non Henry. Mais c'est pas grave, je suis habituée. Mais je fais la petite en guillemets pour dire que c'est Henry. Pour commencer, qui est Louise Henry? Bien, première des choses, je suis une maman d'un fils de 37 ans, une fille adoptive de 44 ans. J'ai, avec la participation de mes enfants, 5 beaux petits-enfants et, imaginez-vous donc, 2 arrière-petits-enfants. Fait que je suis une arrière-grand-mère très jeune, mais c'est par adoption, donc je le prends quand même bien. Je suis aussi une comptable de formation. Je suis auteure, conférencière. Quand j'ai décidé de sortir le livre « Délivrez-nous de la prison Leclerc » et commencer à militer pour les femmes, j'ai décidé pour le restant de mes jours, dans toutes les capacités qu'on va me donner, de me battre pour les femmes qui sont incarcérées au Leclerc. Et la raison exacte de ça, c'est tout simplement qu'il faut dénoncer les conditions de détention inhumaines qui est proche de la torture qui se passe à la prison de Leclerc de Laval. Et ces femmes, comme disait Caroline, vivent ça encore aujourd'hui même. Aujourd'hui même, c'est encore la même chose que depuis l'ouverture. Je vais vous parler justement de savoir comment ça qu'on dit conditions de détention inhumaine qui ferait de la torture. Je vais vous en énumérer quelques petites, mais après ça, on va aller plus dans le vif du sujet. Première des choses, l'eau potable présente un profil chimique anormal. Il y a du plomb en forte quantité dans l'eau. Il y a de la présence d'amiante, moisissure, vermine, infiltration d'eau, l'air est vicié, les toilettes bouchées qui débordent, des punaises de lit, absence de moustiquaires, les comportements irrespectueux et sexistes des agents correctionnels, des fouilles à nu abusives et humiliantes, des menaces physiques, de la médication très, très, très difficile à avoir, des produits d'hygiène féminine insuffisants à cause du manque d'effectifs, parce qu'il manque beaucoup d'effectifs.
Ça fait en sorte que les femmes peuvent passer 32 heures isolées dans leur cellule d'affilée, 32 heures d'affilée, sans sortir, sans avoir ces médicaments. Et puis, il y a même des certaines journées sans avoir de nourriture. Ils n'ont pas de sortie extérieure, bien entendu, puis encore bien moins des visites et tout le tralala. Mais ça, je fais juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus. On va en parler plus longuement plus tard. L'historique de la prison Leclerc. La prison Leclerc a été construite dans les années 1945-50. C'était une prison fédérale pour de la clientèle masculine à sécurité maximale. Je vous explique la différence entre le fédéral et le provincial. Le fédéral, il faut que la sentence soit de plus de 2 ans. 2 ans et 1 jour, tu t'en vas au fédéral, le fameux pénitencier qu'on appelle. La grosse cour d'école, les gros tannants et tout ça. Et le provincial, c'est là que tout le monde passe pour faire leur prévention et c'est pour les sentences de 2 ans moins 1 jour. Donc, quand l'établissement Leclerc, au départ, était une prison fédérale pour hommes et à sécurité maximale. Mais notre ancien premier ministre, Stéphane Harper, premier ministre du Canada, en 2014, décide de fermer l'établissement Leclerc. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un état délabré. Parce qu'elle était vétuste. Vétuste, qui signifie délabré, usé, vieux, tellement vieux, détérioré par le temps. Donc, il fallait sortir les hommes de là au plus vite, trouver de la place, construire une nouvelle prison pour hommes et faire ça quand même assez rapidement. Donc, en 2014, ça a commencé à bouger pour faire sortir les hommes de là. Mais pendant ce temps-là, nous autres, les femmes, en 2014, on avait une maison, ça s'appelait la maison Tanguay. C'était la prison, si vous voulez, mais ça s'appelait la maison Tanguay, qui était à Montréal, commençait à manquer de place. Il y avait de la surpop, qu'on appelait. Donc, Tanguay, la maison Tanguay avait à peu près 185 places et est arrivé un boom à un moment donné. Il y avait au-dessus de 200, 210 même quelquefois, prévenus ou détenus. Mais là, il n'y avait plus de place. Donc, il fallait absolument que les femmes aillent quelque part. C'est sûr que moi, toutes les fois que je dis ça, ça me vient dans la tête, ben pourquoi, s'il y avait de la surpop, les petites condamnations, 1, 2, 3 mois, de ne pas les faire un suivi extérieur, puis parce que la majorité, c'est à peu près une moyenne de 3 mois et demi qu'une femme peut passer dans un établissement de détention provincial. Eh bien non. Ce qu'ils ont fait, le gouvernement du Québec, avec le gouvernement du Canada, les ministères qu'on appelle, nous, le MSP, le ministère de la Sécurité publique au Québec, et aussi le Service correctionnel du Canada, ils ont décidé de s'asseoir ensemble. Et là, éclair de génie. Il n'y aura plus d'hommes au Leclerc. On va y mettre les femmes. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'était plus bon pour lui, mais pour nous autres, c'était correct. Sans mettre aucun sou de rénovation pour le bien-être des femmes, aucun sou d'amélioration locative pour le besoin des femmes. Puis je précise pour le besoin des femmes, parce qu'il y a eu des rénovations, des aires climatisées dans les bureaux des gardiens. Les femmes, c'est vraiment tabou, une femme en prison. Même de
de parler en tant que détenues. Les femmes ils ont eu beaucoup de misère. Avant la sortie de mon livre, beaucoup de personnes auraient aimé, mais tellement peur des représailles qu'ils ne disaient rien. Ça a pris le mouvement de la prison Leclerc, avec le mouvement des centres de femmes, la Ligue des droits et libertés et la CACIF, la CACIF, c'est une coalition d'associations pour dire « Hey, on va dénoncer ça, ça n'a pas d'allure ». Le gouvernement provincial est très au courant que les femmes y sont, même si les hommes en sont sortis, parce que c'était dans l'entente. Les femmes vont sortir de Tanguay, vont rentrer au Leclerc, mais c'est simplement pour un laps de temps très court, parce qu'on va le construire une prison. On va louer l'établissement pour 1 million de dollars par année au Canada, puis on va avoir une économie de 7 millions point cube selon le service du Trésor. Et là, c'est devenu provincial en 2016. C'était plus en nom une prison fédérale, mais en nom, c'était une prison provinciale pour femmes, mais même avec les mêmes conditions de détention à sécurité maximale, par exemple. Ça aussi, c'est quand tu rentres dans une maison comme la maison Tanguay, qui était notre prison qu'on avait avant, et qu'aujourd'hui, que c'est la prison du Leclerc, tu te dis, et bateau, c'est quelque chose. Hein? Tu peux pas t'échapper de là, là. Non, parce que c'est été conçu. Je ne sais pas l'âge que vous avez, mais vous faites des recherches. Il y a beaucoup de criminels, les frères Dubois du Québec. Jacques Messrine, le fameux Européen qui a fait des désastres ici dans les années 70, est passé par là. C'était des criminels endurcis, des hommes qui avaient besoin absolument d'une surveillance adéquate maximale. Et pourquoi aussi que le premier ministre a décidé en 2014 de la fermer, l'établissement? Il faut dire qu'il y a eu une émeute en 2012. Les hommes ont fait une émeute et ça a fait pas mal de grabuge. C'est là qu'ils ont décidé, non, ils ont raison, ça n'a pas de bon sens, parce que les mêmes problématiques qu'il y avait en 2012, c'est les mêmes que nous autres on a, mais en plus parce que l'usure, le délabré est embarqué en plus. Donc, c'est ça qu'on se dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Les hommes, ils se sont fait sortir de là parce que c'était délabré, puis nous autres, ben, on reste là et on nous cache. La différence, c'est que les hommes, eux autres, étaient près de 800. Nous autres, on n'est pas tout à fait 200. Et ça, je parle pour l'établissement, parce que dans la province de Québec, c'est la seule établissement provincial pour femmes qu'on a. On a quelques parties à Québec, à Orsainville, et on a une petite place pour 4 personnes à Sorel, mais la prison officielle pour la clientèle féminine, c'est le Leclerc. Et les hommes, eux autres, au niveau provincial, il y en a plusieurs prisons provinciales. Nous autres, on est 200 au Québec provincial. Eux autres, ils sont plus de 10 000. On ne pèse pas beaucoup dans la balance, mais n'empêche qu'on a les mêmes droits. Nos droits fondamentaux de base doivent être mis sur table et dire, écoutez, là, on a le droit à l'eau potable. C'est pas parce qu'on commet une erreur, on commet un acte criminel, ou on a une mauvaise passe, ou peu importe le pourquoi, si tu es condamné à une sentence parce qu'on prive de ta liberté pendant cette sentence-là, on ne dit pas, tu ne mangeras plus, tu n'auras plus tes médicaments, on va te brasser à la cage, on va te mettre en isolement pendant des jours et des jours,
puis on va te faire manger n'importe quoi, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que la punition d'un acte criminel, c'est la sentence, c'est priver ta liberté. Et ça, c'est des règles, des droits fondamentaux. Donc, on y a droit. Et c'est ça qui est bafoué de base. Et quand que j'ai commencé à faire la recherche, je me suis dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis c'était une solution provisoire, là. Là, ça fait 7 ans qu'on est là. Ben, imaginez-vous donc, le 7 ans, ça s'est transformé. La solution provisoire s'est transformée pas juste en 7 ans. Au mois de décembre l'année passée, en 2022, notre ministre, si on veut, M. Bonnardel, après avoir eu un coup sur les doigts par le protecteur du citoyen, parce qu'on a fait des démarches avec le protecteur du citoyen parce que ça n'a aucun bon sens, il a dit, ben c'est correct, on va en faire une. On va en faire une, mais elle va être accessible seulement qu'en 2030. Donc, ils ont renouvelé le bail qui était de 10 ans pour un autre en 2030, à partir de 2030. Fait que c'est là qu'on voit que il y a pas de respect, il y a pas on n'est pas capable de voir la réalité des choses, de qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que tout le monde est au courant. Tout le monde le sait, mais l'administration et la politique font en sorte qu'on nous laisse là. Et c'est là qu'en vient, quand je vous ai parlé tantôt des petits désagréments, parce que je vous ai lu, c'est des petits désagréments, est arrivé depuis 2016. 7 femmes se sont enlevées la vie. Plusieurs, présentement à date, c'est sûr, quand je dis plusieurs, il faudrait que je me rétracte. Oui, il y a eu d'autres morts naturelles, mais j'en ai au moins 3 que ce n'est pas des morts naturelles. Et celle que je vais vous lire tantôt à la fin, on voit très bien que c'est un manque flagrant de soins. C'est une ignorance totale. J'irais même jusqu'à dire c'est un homicide qu'on a fait. Et c'est à partir de là, quand moi j'ai été incarcérée, que là j'ai décidé de ramasser toutes les preuves et en faire un livre, puis que je me suis mis à creuser, puis que j'ai vu comment est-ce que ça se passait, je ne pouvais pas croire qu'on vivait ça ici au Québec. Qu'il faut le dénoncer. C'est vrai que c'est pas facile. Les femmes le disent, voyons donc, ils ne créeront pas. Puis évidemment, c'est difficile qu'on me croie parce que on est des personnes judicialisées. On est des détenus. Je te créerai pas, même si tu me dis que l'agent correctionnel t'a embarré, t'a donné un coup de pied ou qu'il t'a fait une fouille à nu abusive. Je te créerai pas parce que c'est toi qui es là parce que tu as commis des gestes qui n'étaient pas légaux. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut dénoncer haut et fort qu'est-ce qui se passe là-bas. Depuis que j'ai écrit mon livre, fait publier mon livre, souvent, il y en a qui me disent « Louise, tu n'as pas peur des représailles? » Non, j'ai pas peur des représailles parce que tous les écrits qu'il y a dans le livre, tous les écrits ou les paroles que je prononce quand que je suis en conférence, que je suis en Zoom ou peu importe avec qui, sont véridiques, ils sont, comment je pourrais vous dire ça, avec des preuves à l'appui, appuyés par des preuves. Et des preuves, quand je parle de preuves, quand je parle de suicides qui auraient pu, 7 suicides qui auraient pu très facilement être évités, mais qu'on a fermé les yeux, qu'on a dit non, on s'en occupe pas. Quand tu as la preuve de ça, ce que tu fais, tu ramasses toutes les preuves et on a, avec un cabinet d'avocats de Montréal, on a fait un recours collectif. On a déposé ce recours-là il y a à peu près 1 mois pour les conditions de détention
inhumaine. Parce que comme je vous disais, être privé de sa liberté, c'est normal. De poser un geste qui n'était pas légal, c'est normal de faire de la prison. Je ne suis pas contre la prison. Même si c'est vraiment une expérience terrible, horrible, puis tu te dis pourquoi moi je me suis fait prendre puis que l'autre s'est pas fait prendre, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie si j'ai posé un geste comme ça, même si on a une sentence. C'est pas la norme d'être privé de dignité, d'être privé de respect, de médicaments, et surtout de mettre notre vie en danger. Parce que notre vie est en danger à tous les jours là-bas. Et aussi, il faut se poser des questions en tant que société. C'est qui se ramasse là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi c'est à toi de ne pas le faire? C'est comme moi c'est l'appât du gain. Je m'en cache pas, l'appât du gain. C'est toute une leçon que j'ai eue. C'est plus qu'une leçon, c'était un changement à 180 degrés de ma vie. J'ai tout perdu, je m'en suis pas plaint, je ne m'en plaindrai pas non plus. Comme on dit souvent, hein, just too bad. C'est à toi de faire comme du monde. J'ai été trouvée coupable, parfait. Temps de prison, parfait. Mais s'il vous plaît, que je sois capable de ressortir de là après. Mais des personnes comme moi, exemple, des personnes, faut pas dire ça comme moi. Des personnes qui n'avaient pas besoin de soutien dans la vie de tous les jours. J'étais pas dans un niveau de pauvreté avancé. J'étais pas marginalisée par les études et tout ça. C'est quand tu regardes le genre de clientèle qui se ramasse là. C'est là, je dis non, là, ça lui prend quelqu'un pour aller en avant pour eux autres. Parce que le genre de clientèle, je vais vous dire qui se ramasse là. Une moyenne d'âge d'à peu près 34 ans. 80% parlent seulement qu'une langue. 70% ont un niveau secondaire primaire ou moins que le secondaire 5. Donc, ils n'ont pas fini le secondaire 5, secondaire 3, secondaire 4. 75% reçoivent l'aide de dernier recours, l'aide sociale. Et 65% ont des sentences de moins de 6 mois. Fait que là, si vous comprenez, moins de 6 mois, juste assez, mettons, exemple, 3 mois, même à 2 mois, tu perds ton loyer, tu perds ta job, tu perds tout. Il y a d'autres alternatives avec les programmes sociaux, avec au niveau de la société, au niveau des centres de femmes et tout ça, qui pourraient nous aider, qu'on devrait mettre à l'avant, avoir plus de conseillères aussi, plus de centres pour aider les femmes que de gâcher leur vie. Parce que quand on les met là pour 4, 5, 6 mois, on vient de perdre la personne. On la perd, cette femme-là. Il y a environ 200 femmes qui sont là. Plus de 60% des femmes qui sont incarcérées, c'est pour des bris de conditions ou un second délit. Donc, déjà que la prison doit nous pas réinsérer, mais réhabiliter, à trouver notre problème et à nous réhabiliter dans la société. Tu sais, c'est pas juste de nous mettre dans une cage, j'ai fait ton temps, mais ton temps c'est fait, tu t'en retournes chez vous. Parce que c'est comme ça qu'ils font ça. Non, tu dois avoir un suivi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là aujourd'hui? Et quand on pose ces questions-là, on va vous dire de quoi les oreilles nous cillent, parce que c'est là que tu te rends compte qu'il y a à peu près 20% des femmes qui ont des problèmes psychologiques de légers à sévères. Au Leclerc, là,
il y a une aile, il y a environ 40 femmes, mettez entre 30 et 40 femmes qui sont là. On surnomme cette aile-là l'aile des couples. Parce que c'est des femmes avec des problèmes psychologiques de léger à sévère. Puis quand je dis léger, ça peut être de la schizophrénie, autant qu'une dépression nerveuse à côté, là, parce qu'ils prennent des médicaments par-dessus médicaments. Ils sont cloîtrés dans cette aile-là, là, puis ils ne sortent pas. Ils se promènent en jaquette à longueur de journée. Mais quand on dit que c'est ça, 20% de ces femmes-là sont là. Après ça, tu as à peu près 10% qui en sont à le premier délit pour de la possession de drogue, en but d'en faire le trafic, de vol, de fraude, violence conjugale, troubles publics et sont en attente pour une sentence de moins de 6 mois. 5% de cette clientèle-là font du va-et-vient. Ça veut dire qu'ils rentrent une journée, ils passent en cours, le juge la laisse sortir, il part 2 jours, 3 jours, whoop, elle se fait pogner. Puis, mais tu te dis, pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce qui l'incite? Ben, c'est facile. Ils proviennent d'un milieu défavorisé et marginalisé aussi. Beaucoup de pauvreté, beaucoup de problèmes familiaux. La plupart ont subi de la violence, autant physique que psychologique. Problèmes de maladie mentale, problèmes de consommation. Avant de faire des victimes, ces femmes-là, ils ont été des victimes. Tu sais, moi, quand on me dit là, que la femme se fait 3 fois 40 pour violence conjugale, c'est pas parce qu'elle a maudit la volée à son mari 3 fois. Je ne penserais pas. Qu'est-ce qui arrive? La plupart du temps, ces femmes-là, c'est des femmes qui aiment mal, des femmes qui aiment trop, vont, la plupart du temps, se rendre à un top niveau que l'homme va commencer à brasser, elle va donner un mauvais coup, puis le gars va être plus vite qu'elle pour appeler la police, va porter plainte, puis c'est elle qui s'en va là. Parce que c'est beaucoup de ça. Parce que c'est des personnes, c'est pas, je veux pas dire du pauvre monde, parce que ça se dit pas, mais c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Monica la mitraille. Monica la mitraille, c'était une criminelle endurcie. Elle s'est jamais fait arrêter, là. Jamais. Elle faisait des caisses populaires avec une mitraillette. Elle n'a jamais tué personne non plus. Mais la police, dans ce temps-là, dans les années 70, on disait, elle, là, elle va servir de leçon en Montadie. C'est ça qui est arrivé. Mais Monica la mitraille a eu des enfants. Son fils a été, parce qu'il est mort, elle est morte, il était jeune. Qu'est-ce qui est arrivé? Lui est allé en famille d'accueil, centre de jeunesse, et mal viré. Il y a eu des enfants, lui aussi. Qu'est-ce que vous pensez que le petit-fils de Monica la mitraille, ça se remet de génération à génération. Il faut stopper ça à un moment donné. Et le meilleur moyen, c'est de donner de l'aide, de tendre la main, d'essayer de comprendre, de les faire parler, de les inciter à dire « t'es pas juste né pour un petit pain. Tu vas être capable de t'en sortir. » C'est sûr qu'il y en a, ça peut prendre 2, 3, 5, peut-être même 10 thérapies. Mais ça va toujours être mieux que de passer au Leclerc. Donc, comme je vous disais, ces femmes-là ont vécu des choses horribles et j'ai appris à les connaître, ces femmes-là. J'en ai une qui est rentrée dans ma cellule à un moment donné. C'était la première fois que je voyais ça.
elle n'était pas capable de rentrer en contact avec ses enfants parce que au niveau du téléphone, c'est très, très, très difficile de téléphoner. Ça aussi, c'est un autre problématique qu'il me semble qu'en tant que citoyen, c'est facile à régler. Hey, écoute, OK, c'est qui? À qui ça appartient, ça, cette ligne de téléphone-là? OK, distributeur. Distributeur, c'est par qui? Bell Canada, Bell Canada. Bonjour, Bell Canada, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il n'y a pas personne qui peut appeler sur des cellulaires? Si tu appelles à frais verrés, parce que les filles n'ont pas d'argent quand tu rentres là, tu sais, c'est pas une boîte téléphonique que tu mets des 30 sous. Pourquoi tout le monde a des cellulaires? Ah non, s'ils veulent faire un appel à frais virés, il faut qu'il y ait un téléphone fixe de maison. Tout le monde a des cellulaires. Comment tu veux qu'elle rejoigne son chum ou son père, sa mère, savoir qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Où est-ce qu'ils sont rendus, là? Mais non, elle a commencé à se mutiler. Psychologiquement, on devient tellement dans un autre monde parce qu'on se dit, ça se peut pas, ce que je vis là, c'est un rêve. De rentrer dans une place tellement délabrée, tellement viciée. Après la 3e journée, déjà, tu commences à avoir toutes les hits. Une dermatite, une vaginite, tout ce qui est en hit, tu le voles. Pourquoi? Parce que tout est pas juste sale, tout est fini. Et pour vous dire à quel point que la plomberie est depuis 1945, là, on est en train de faire un documentaire et on a fait le suivi d'une femme qui est rentrée là-bas et qui nous appelait toutes les semaines. Elle en avait pour 3 mois. Ben, cette fille-là, là, la 2e semaine, elle dit, je me lave plus. Ben, je dis, voyons, t'as-tu rencontré des petits amis? Elle dit, oui, c'est vrai, il y a des verres blancs qui sortent des égouts, des douches. Et ça, j'ai été incarcérée la première fois en 2017. On le vivait. 2017, c'est bien beau la pandémie, là, mais comment ça qu'on n'a pas été capable de régler ça? Au même titre, comment ça qu'on n'est pas capable d'appeler sur un cellulaire? Pourquoi, en plus de ça, les personnes les plus démunies doivent payer pour rappeler? Ah, parce que c'est des criminels? Voyons. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. On s'en fout complètement. On laisse aller ça, puis il n'y a pas personne qui se lève debout. Fait que donc, c'est pas grave. Avant les fêtes, il y en a une qui a été mal soignée. Méningite. Elle est décédée le 29 décembre. Ça faisait 2 semaines qu'elle était dans sa cellule, puis qu'elle souffrait le martyre, puis que ça allait pas bien son affaire. Elle est décédée. Ah! Pas dans l'établissement Leclerc. 2 jours avant, ils l'ont envoyée à Laval, la cité de Laval. C'est incompréhensible de voir qu'en 2023, notre gouvernement fait pas quoi pour 200 femmes. Et c'est sans exagération. Je vais vous lire le fameux rapport du coroner. Le rapport du coroner, c'est quand il a un décès dans un établissement carcéral et dans d'autres institutions aussi, on est obligé de passer par le coroner. Donc, ce que je vous lis, c'est le coroner qui l'a écrit, là. C'est pas moi qui, c'est pas moi qui l'ai inventé, autrement dit, là. C'est une dame, elle a 60 ans. C'est une personne à mobilité réduite. Elle marche avec une marchette. Ou un fauteuil roulant pour les distances plus longues. Ça, c'est selon une évaluation faite par son physiothérapeute et son ergothérapeute. Elle souffre de diabète. Elle a déjà été hospitalisée dans le passé pour des plaies de lit. Elle est suivie pour son diabète et se déplace 4 fois par jour à l'infirmerie de la prison pour sa prise de glycémie. On va rouvrir une parenthèse pour l'infirmerie. Comme je dis si bien dans mon livre,
Infirmerie. On n'a pas ça, nous autres. C'est quoi ça? Parce que l'infirmerie, là-bas, première des choses, vu que les murs commencent à se détruire à l'intérieur, les femmes doivent passer par l'extérieur pour aller à l'infirmerie qui est dans un autre bloc et qui est au 2e étage. Madame, en marchette ou en fauteuil roulant, il faut qu'elle prenne un monte-charge parce que ce n'est pas un ascenseur pour se rendre au 2e 4 fois par jour. 4 fois par jour. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, 4 fois par jour. Parce que ce n'est pas les infirmières qui viennent se déplacer pour prendre une prise de taux de glycémie. Cette dame est conduite à l'hôpital de la santé, de la Cité de la Santé pour un rendez-vous médical. Donc, ça veut dire menottes aux pieds, aux mains, avec sa marchette, descend en bas, fouille à nu, complète, embarque dans le fourgon, on s'en va à l'hôpital et quand on revient, c'est le même chemin, fouille à nu, enlève les menottes, puis on monte en haut. Après avoir vu le médecin, elle est ramenée au centre de détention. Durant le déplacement et son transport, la dame ne chute pas, puis elle se plaint de rien. Tout va bien. Toutefois, en soirée, vers 21h, elle se plaint à un agent, ça lui fait mal au genou dans le fourgon quand elle est revenue de l'hôpital. Les agents, ils en informent l'infirmerie, c'est le personnel de l'infirmerie. L'infirmière aurait demandé que madame se déplace pareil elle-même, même si ça a mal à une jambe, puisque les infirmières ne se déplacent pas dans ces secteurs-là. Finalement, de façon exceptionnelle, une infirmière va voir madame à sa cellule. Elle a évalué la dame qui ne constate rien de particulier au niveau de sa santé. Il est alors recommandé de transférer cette dame dans le secteur de l'isolement, ce qu'on appelle communément le trou, le KL. C'est une cellule qui est en retrait de tout, sans fenêtre, des cellules sèches, pas d'eau, il faut que tu demandes un verre d'eau si tu as besoin d'eau. La plupart du temps, ça, c'est quand il y a des bagarres et tout ça. Mais nous autres, les femmes, c'est si tu pleures trop, si ils pensent que tu es un danger pour ta vie, ils te mettent là toute seule. C'est sûr que là, au KL, vu que le monde peut, les femmes ne peuvent pas sortir, sont enfermées, sont isolées. Donc là, les infirmières ont le droit d'y aller donner les médicaments et surtout prendre la glycémie. Mais là, la madame, ça ne tente pas bien d'aller là. Oh non, non, elle dit, laissez faire, c'est correct, je vais y aller demain. Je vais y aller demain chercher mes pilules, il n'y a pas de problème. Le lendemain, 7h15, elle mentionne avoir mal, ne pas être capable de se lever de son lit. Il y a de l'urine dans ses draps. Un agent avise tout de suite une infirmière à l'infirmerie de la situation. Cette dernière lui répond que la détenue doit se rendre elle-même à l'infirmerie pour avoir ses médicaments et ses tests de glycémie. Cette dame refuse de... Non, là, regarde, je ne file pas, je n'irai pas à l'infirmerie, certain. Fait qu'elle a été transférée au KL. Et le lendemain, la dame, pendant la journée qu'elle s'est fait transférer, a eu ses médicaments, sa prise de glycémie. Et le lendemain, tout va bien pour cette dame. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez retourner dans votre cellule, madame. On n'a plus besoin de venir au KL vous donner vos médicaments et prendre vos tests de glycémie. Vous allez prendre votre marchette puis vous allez venir à l'infirmerie. La dame dit, OK, je vais m'en retourner à ma cellule, mais j'ai de la misère, c'est quand même un bon bout. Je pourrais-tu avoir une chaise, mon fauteuil roulant? Non.
Vous avez votre marchette, prenez votre marchette. Elle retourne dans sa cellule en se déplaçant avec sa marchette, même si ça ne file vraiment pas. Et tout le long du transfert, elle se plaint. Elle se plaint. En arrivant dans sa cellule, elle tombe à terre. Quand même qu'on l'appelle par son nom, elle ne réagit pas. Là, il décide de faire venir l'infirmière. L'infirmière se rend et prend pression artérielle, test de glycémie, fréquence cardiaque et réaction des pupilles. L'infirmière aurait conclu que madame joue la comédie encore une fois. Les agents présents dans la cellule aident la dame à retourner dans sa couchette. Ils l'ont pris par les pieds, par les bras, excusez, et ils l'ont transférée dans sa couchette parce qu'elle est tombée à terre. En la transférant dans sa couchette, ils trouvent que ses extrémités sont froides. Avise l'infirmière qui, elle, pendant ce temps-là, essayait de parler avec madame, mais elle ne répondait plus. Elle ne répondait plus à madame. Puis sa respiration semblait bloquée quand elle respirait. L'infirmière dit aux deux agents, elle bloque sa respiration pour changer ses signes vitaux. Elle va bien. Tout cela pour retourner dans le secteur KL afin de ne pas se rendre à l'infirmerie venir prendre ses médicaments. C'est une pas fine, hein? Fait que l'infirmière, c'est sûr, c'est une pas fine, elle fake, elle ment. Quand elle a changé de place qu'elle s'est rendue, il était 13h45. À 15h25, la dame est retrouvée inanimée dans sa couchette, sur le dos, lors de la ronde des agents correctionnels. Elle est transportée à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Son décès a été constaté à 16h45. Elle est décédée d'une hémorragie digestive provoquée par une gastropathie survenue chez une personne ayant une maladie coronarienne importante. Trois heures avant, même pas, presque 3 heures avant, elle avait demandé une chaise roulante. Ça avait été refusé. 3 heures avant, là, elle avait gémi tout le long du trajet. Elle se plaignait qu'elle était malade, qu'elle avait mal. On ne l'a pas écoutée. 3 heures avant, là, elle est tombée à terre, tombée par terre. Je pense que c'est un signe avant-coureur qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne l'a pas cru. Si on n'avait pas ignoré sa parole 3 heures avant, 3 heures avant, quand elle criait à l'aide, elle serait-tu vivante, cette femme-là? Je pense bien oui, hein? Mais on s'en lave les mains. Tout ça, ils le savent. Ils ont des rapports. Il n'y a rien de plus qui fait la différence. Je ne comprends pas. Une petite anecdote, oh, je l'aimais tellement, je l'aimais. Je lui ai reparlé dernièrement. C'est une petite fille. Elle a une trentaine d'années, possession de drogue en but d'en faire le trafic. Puis pas une grosse quantité, là, parce que, encore là, elle était incarcérée pour 4 mois. Mais avant son insertion, imaginez-vous donc que, peu importe la raison du pourquoi, elle s'est fait enlever le radius au niveau de l'avant-bras et avait une plaie ouverte 2 jours avant qu'on l'arrête. Donc, sa plaie était ouverte quand elle est rentrée, on l'acclare.
Mais quand on a vu que les changements ne se faisaient pas 3 fois par jour, comme elle a dit que son médecin lui avait dit de faire avec, avec la prescription, ben on a appelé le médecin, puis on s'est engagé par la CACIF. J'ai fait appeler le médecin par la CACIF pour qu'il puisse envoyer de la prescription à l'infirmerie pour que là, on regarde une prescription de médecin pour dire il faut changer le pansement 3 fois par jour. C'est une plaie ouverte d'environ 10 cm. On va faire une histoire courte. La fille, quand elle est sortie, elle s'est fait amputer l'avant-bras parce que c'était plein d'infections. Je ne pourrais pas vous dire si ça s'est rendu jusqu'à la gangrène. Je ne suis pas assez connaissante, mais je peux vous dire qu'elle s'est fait amputer l'avant-bras en haut du coude. Mais ce n'est pas fini. Parce que là, son sang était infecté. 6 mois après s'être fait amputer le bras parce que ces changements n'ont pas été faits comme il faut, puis qu'elle s'est empoisonnée par elle-même parce qu'on n'a pas changé ses pansements. Tu sais, la roue qui tourne, hein? Geste, conséquence, geste, conséquence. Bien là, c'est la jambe qui a passé. Aujourd'hui encore, elle a des transfusions sanguines, elle est suivie avec c'est l'horreur. C'est l'horreur, sa vie. Cette femme-là, là, déjà qu'elle était dans une situation précaire, imaginez-vous mentalement comment est-ce qu'elle peut être. Elle est tellement belle, elle est tellement belle, elle est tellement gentille. Ben oui, elle a vendu de la drogue. Elle s'est fait taper ses doigts. Mais son incarcération, ça lui a valu de se faire, de souffrir aussi, psychologiquement et physiquement, de perdre un avant-bras. Puis en plus, son sang tellement empoisonné qu'elle a perdu une jambe. Tout va bien à la prison Leclerc. On se colle trop sur un comptoir. Tu peux avoir une décharge électrique. Et je peux vous dire que c'est vrai. J'ai envoyé, du temps que j'étais là, 2 femmes parce que la seule façon, je disais, je vais appeler à Cassis, je vais rejoindre quelqu'un, il faut absolument qu'il aille passer un électrocardiogramme quand tu pognes un choc comme ça, des bouts de doigts noirs. C'est des palpitations cardiaques, des chalands. Prends pas de chance. Ben, c'est comme ça qu'on est traité au Leclerc. Est-ce que vraiment, vraiment, là, on mérite ça? Les femmes qui vont voler pour manger, oui, il y en a qui vont voler pour payer de la drogue, oui. Mais c'est pas des avocates, c'est pas des directrices d'école qui gagnent 75 000 par année. C'est du monde marginalisé. C'est du monde qui ont besoin d'aide. Autant, tu sais, il y en a qui vont me dire, ben oui, mais regarde, oui, c'est comme les itinérants. Oui, parlons-en des itinérants, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont itinérantes, qui sont là. Ils ne peuvent pas garder de logement, c'est sûr. Imaginez-vous, là, un itinérant qui veut avoir, un itinérant qui veut avoir, mais les itinérants aussi, les hommes aussi, un logement. C'est tellement facile pour nous autres. Ah, ben oui, mais qui a à telle place, à telle place. Oui, oui, mais il n'y en a plus de place. Et le gouvernement ne bouge pas pour rouvrir des places. Pourquoi? Parce qu'on est minoritaire, on est seulement 200. Parce qu'on a commis des crimes. J'aimerais ça, avoir une personne qui va lever la main et qui va me dire, moi, Louise, jamais commis de crime. Moi, j'ai toujours marché de dedans. Wouhou! Je ne mettrai pas mes bras. Parce que on est ainsi fait. Oui, on a besoin. C'est comme les enfants, tu sais, les enfants, ils font des choses toujours pas correctes, il faut les instruire. Mais il y en a là, des personnes qui ne sont pas instruites, qui n'ont pas personne qui donne l'image.
Puis même ceux qui donnent l'image, des fois, donnent des fausses images à les enfants. Ces enfants-là s'élèvent, ils vont faire ci, ils vont faire ça, tu comprends? C'est tellement, mais tellement facile de juger ces personnes-là. Moi, je peux vous dire que je me considère comme eux autres. Puis je suis fière de dire que je fais partie des anciennes détenues de la prison Leclerc, puis que je sollicite les autres à faire la même chose que moi. Parce que ce n'est pas, c'est pas parce que j'ai été là que je suis une mauvaise femme. Non, j'ai commis des erreurs dans ma vie. Oui, et c'est ça qui fait que je suis fière de moi aujourd'hui. Je suis capable de voir les deux côtés de la médaille. Je suis mieux et je me sens mieux qu'il y a 10 ans. Puis j'espère d'être mieux encore dans 10 ans. Parce que c'est ça, la vie. C'est de s'entraider, de faire en sorte qu'on puisse vivre normalement une vie, parce qu'on est juste de passage. De faire du mieux qu'on peut, pas faire du pire. Mais quand on laisse tomber ces femmes-là, on fait le pire. Parce que c'est pas eux autres qui vont se lever et qui vont dire « Ah, je vais m'en sortir tout seul sans aide. » Non. Ils peuvent pas. C'est rarissime de voir une femme qui va s'en sortir toute seule. Adam, j'ai ma petite Vanessa que elle, là, j'en reviens pas, elle s'en est sortie toute seule. C'était difficile, mais elle s'en est sortie toute seule. Puis je veux pas dire que son cas est moins pire que d'autres, mais ils sont très rares, ces personnes-là. Fait que pourquoi on ne prendrait pas la main et de faire en sorte de monter des programmes, comme je suis en train de faire justement avec les centres de femmes. Tu vois, là, j'en ai un centre de femmes qui va commencer à correspondre avec les femmes qui sont détenues, mais au fédéral, 2 ans et plus. Parce qu'eux autres aussi vont sortir à un moment donné. Ils ont besoin aussi de savoir quel était mon problème. Comment je peux y remédier? Comment je peux vivre normalement comme les autres? C'est pas vrai, je suis pas née pour un petit pain. Il y en a ils se sentent déjà un déchet de la société avant même de rentrer. Puis imagine, quand tu arrives là, c'est sûr qu'ils vont tout faire pour que tu puisses te sentir un déchet de la société, puis encore moins que ça. Ils veulent rentrer dans ta tête. Selon la loi, ils sont tenus, quand le juge dit « je vous donne une sentence », c'est qu'il donne notre corps à l'institution et l'institution doit prendre soin de nous, donner les mêmes soins qu'on avait à l'extérieur, de nous mettre au chaud. Il ne faut pas manquer de rien, pas vivre dans un holiday inn, seulement que d'avoir la base. Et en plus, de nous aider à faire notre réinsertion, notre réhabilitation sociale. C'est pas du tout ça qui se passe. Excusez-moi, c'est parce que j'aimerais tellement lire qu'est-ce qui se dit. Y aurait-il la possibilité, Marie-Danielle, que tu m'en lises, que tu bouges les yeux à toutes les fois? Oui, ben en fait, il y a quelqu'un qui a écrit en 2016-2017, j'ai fait changer une loi sur CFAD. Peut-être que tu sais. CFAD. Ah, c'est-à-dire CFAD, c'est, voyons, c'est FAD. CFAD, oui, c'est FAD. C'est FAD. Ouais, à la CFAD. On pouvait voir nos enfants jusqu'à 14 ans pour les roulottes. Je me suis acharnée sans arrêt pour que cette loi soit jusqu'à la fin de 17 ans. Elle a été approuvée, j'en suis fière. J'ai pu contribuer pour les mères avec des adolescents jusqu'à 17 ans. Bravo. C'est bien. Je ne sais pas c'est qui, mais je te félicite. Marie-Isabelle. On en parle. Marie-Isabelle. Ensuite, il y avait une question par rapport à la femme qui est décédée dans sa cellule. Est-ce que l'infirmière qui a analysé la dame en prison a une suspension ou une quelconque punition?
La seule chose, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ainsi est fait notre système. Le coroner a fait une recommandation. Il ne peut pas dire cette infirmière-là doit être mise dehors. Non. Recommandation de blablabla. Bla, 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 bla. Mais elle n'a pas perdu sa job. Elle n'a pas eu de sentence, elle n'a pas passé en cours, rien du tout, là. Rien du tout. J'en ai une qui s'est suicidée, a laissé une lettre et dans la lettre, elle dit le nom de l'agent qui n'arrête pas de l'intimider au point qu'elle n'est plus capable, parce qu'elle faisait de la fibromyalgie, la dame, une santé très fragile. Elle dit, je suis plus capable. Elle y avait rentré dans la tête, comme on dit. Et elle travaille encore là. Cette agente correctionnelle-là, la dame s'est suicidée. Tu sais, c'est du non-sens. Tu sais, souvent, il y en a qui me disent, bon, ça n'a pas d'allure, c'est ce qu'elle dit. Voyons. C'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi, la dame pour la CEFAD, elle a fait affaire avec Marie-Josée. J'espère qu'elle est encore là, puis que c'est avec Marie-Josée de la CEFAD. Oui, ça me revient. Mais effectivement, ils n'ont pas c'est comme les agents carcérales, ils n'ont pas de formation pour la clientèle féminine. Et ça, je n'ai pas mon rapport. Ça, quand ils n'ont pas de... Parce que tu ne peux pas interagir avec un homme qui est en prison et une femme qui est en prison. Tu peux pas. C'est complètement différent. C'est pour ça, d'ailleurs, que les émeutes, là, c'est les gars. Hein? Les gars, eux autres, ils niaisent pas avec le poc. Ça y va par là. Les femmes, nous autres, on va être plutôt du genre... c'est le moral qui en mange un. On va pleurer. Puis les hommes, les agents carcérales, je ne veux pas dire les hommes carcérales, les hommes et les femmes d'agents carcérales, quand ils nous voient pleurer, c'est de nous rentrer dedans. « Hey, arrête de broyer. » Mais tu sais, quand la fille vient de savoir que la DPJ est allée chercher ses enfants ou que son mari s'est poussé dans un autre pays avec ses enfants parce que la femme elle s'est mariée ou elle est à côté, elle a eu un enfant avec une autre nation, et puis que le gars, il en profite pour la faire rentrer en dedans en disant qu'elle l'a frappé, puis blablabla, puis il part avec le petit en Arabie. La fille, c'est sûr qu'au bout du téléphone, m'a dit de quoi qu'elle en chiale une shot. Ils vont la pogner à 6 agents correctionnels, puis ils vont la mettre au trou. Ils vont la mettre en isolement. Parce qu'à broye, ça t'aurait pas tenté de faire appeler un psychologue? Hey, ils n'ont pas de gynécologue, encore bien moins de psychologue. C'est inadmissible comment est-ce que ces femmes-là sont encore traitées après tout ce qu'on a fait, après tout ce qu'on a dit. Quand que le ministre Bonnardel, au mois de décembre, et voilà, il a commencé, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je trouve ça exorbitant, de dire, bon, ça va coûter 400 millions de dollars pour construire une prison pour les femmes. Voyons. J'ai dit, il y a une poignanture de ça. Radio-Canada, quand ils m'ont appelé, j'ai dit, excuse-moi, j'aime pas que vous puissiez rire de mon intelligence. 400 millions, une prison. Les migrants sont fait construire une prison juste en avant de celle de Laval, là, la prison Leclerc, flambant neuf, ça a coûté 40 millions, il y a 200 migrants là-dedans. Ils ne sont même pas supposés d'être incarcérés. Sortez-les, mettez-les dans des hôtels payés parce que vous avez voulu qu'ils attendent le papier puis mettez les femmes là-dedans ou construisez un autre à côté, ça va faire juste 80. 400 millions de dollars, c'est près de c'est un demi-milliard de dollars. Je suis comptable. Savez-vous que je commence à grimper quand ils me parlent de ça? Mais on a su pourquoi la vraie raison du 400 millions de dollars. C'est tout simplement, ils vont démolir la maison Tanguay et ils vont la rebâtir. C'est pas ça qui va coûter 400 millions, là. Non! C'est parce que la maison Tanguay se trouve juste en avant de la prison Bordeaux
Qui a encore une partie qui est désuète qu'il faut arranger? Mais on n'a pas de place mettre les hommes. Fait qu'ils vont arranger, ils vont prendre les hommes, vont les mettre dans une nouvelle maison tanguée, vont arranger ça, puis après ça, les hommes vont retourner là. Un bout, tout le monde va avoir eu les belles affaires. Nous autres, les femmes, on va sortir du Leclerc, on rit de mon intelligence, puis on rit de ma patience. C'est inconcevable. On est en bataille, là, justement, pour ça. C'est sûr que ministre Bonnardel, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop que je m'emporte avec ça et de laisser faire ça. C'est simplement pour dire aux protecteurs du citoyen, « Ah, ben vous nous avez demandé de mettre notre pied à terre et de prendre une décision pour la prison des femmes. Mais on vous l'a fait. Là. C'est ça qu'on va faire. Vous comprenez? Politiquement, on se fout complètement de l'être humain. Juste les suicides, c'est un autre dossier épouvantable. On dit une personne qui a des tentatives, qui a des pensées suicidaires, première des choses, à l'admission. Il faut que tous les établissements carcérales doivent passer un test pour savoir si la personne a des pensées suicidaires, il faut qu'elle soit surveillée. Elle doit être en cellule double. Facile à comprendre. Il faut qu'il soit 2 dans cellule. Cellule double. C'est pas plus facile, hein? Des personnes proches de moi, très, très proches de moi, et d'autres sont enlevés la vie parce qu'on les a mis dans des cellules doubles, mais seuls. Ben, il est en cellule double, c'est ça la loi. En cellule double, c'est parce qu'il faut qu'il soit à 2. Parce que vous le savez, elle a des pensées plus que suicidaires. Elle a essayé de se suicider. Voulez-vous faire attention? Bien, on a fait qu'est-ce qu'il fallait? On l'a mis en cellule double. Mais toute seule. Comment? Puis ça, c'est la réalité. Comment voulez-vous qu'on puisse pas se dire non, c'est inhumain? On a commencé à monter un dossier pour l'ONU parce que c'est de la torture. Il y a des femmes qui vont sortir, vont faire un mois de prison, ils vont sortir au bout d'une semaine, ils vont se suicider. C'est déjà, quand tu rentres là, quelqu'un qui est émotivement atteint, des problématiques de la vie, parce qu'elle n'est pas facile, la vie, là. Mettez de la merde par-dessus cette merde-là, tu t'en sors pas. On essaie justement de changer une personne qui est au fédéral doit absolument, quand elle sort de là, d'aller en maison de transition pour réapprendre à vivre dans la société. Tout à fait normal. Pourquoi qu'au provincial, on ne le fait pas? Non. Tu viens de passer 4, 5, 6 mois en dedans, tu n'as plus rien, prends tes sacs, on te libère aujourd'hui, fly, va-t'en. On te donne un ticket d'autobus. Tu peux te rendre jusqu'à Métro Berry. C'est inconcevable de laisser une personne, tu sais, quelqu'un qui va avoir un accident d'auto où ils vont lui dire, ben là, je te laisserai pas partir de même, on va t'envoyer voir quelqu'un qui va commencer à réapprendre à bouger, puis faire fonctionner tes muscles. On peut-tu faire la même chose pour les femmes qui sortent du Leclerc? En plus, déjà qui vivent dans l'insalubrité, qui se font, juste les fouilles à nu, qui se font vraiment humilier quand tu dis qu'on te demande « Hey, lève-toi, plie du ventre. Lève-toi, boule. » Ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. C'est solution très rapide. Tu me fouilles pourquoi? Parce que tu penses que je cache des objets. Hey. Solution, on va prendre 30 secondes. Avec l'argent que vous avez, là, vous prenez
un détecteur, pareil comme dans chaque aéroport, tu vas voir ça. Tu n'auras même pas battu. Tu vas pouvoir juste me palper par-dessus les vêtements si tu veux. Tu vas tout voir. Ça ne se vend pas 3 millions, là, ça. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Pourquoi? Parce que c'est administratif, parce que, regardez, les filles là, qui sortent de là, ils n'ont pas de job. Vous organisez ça, moi, là? Non, c'est tellement difficile de poser un geste. C'est seulement des belles paroles. Puis pendant ce temps-là, nos mères, nos sœurs, nos filles, nos petites filles, nos cousines, nos amis subissent tout ça. C'est pas normal. Merci Louise, ben non, excuse-toi pas, mon Dieu. Merci de ta parole. Je vais continuer avec le témoignage de Marie-Isabelle qui nous dit merci. Bon, je disais en fait que le lien de ta conférence va être envoyé à tout le monde. Il va être aussi sur le YouTube de CAF. Donc, merci. Juste dire que moi, j'étais malade en entrant là-bas, mais depuis ma sortie, c'est pire. Mon diabète déstabilisé, ma fibromyalgie à l'extrême et ma neuropathie dégénérative 2 fois pire. Docteur Lamarre, qui est le médecin de la détention, se foutait de nos prescriptions, diminuait notre médication à sa guise et devrait changer de médecin et que le médecin suive les prescriptions déjà données par d'autres médecins. Puis elle dit aussi, moi, dû à ma fibro et ma neuropathie, je marche avec une canne. À la détention, on me l'a enlevé et on m'a envoyé au 4e étage. Imaginez-vous comment j'ai souffert. Ils ne voulaient pas que je sois au 1EF. J'imagine que c'est au premier étage. C'est au premier plancher où ce que les personnes qui sont à mobilité réduite. Pourquoi qu'on ne l'a pas facilité? Non, on dirait qu'on fait exprès pour mettre des embûches. Qu'on fait exprès pour détériorer la personne quand elle rentre. C'est inhumain. Merci, Marie-Isabelle, pour ton partage. Oui, oui. Et c'est important de dénoncer. Je ne vous dis pas que c'est facile. C'est vraiment pas facile. Mais quand que je fais des conférences comme ça, c'est aussi pour que le monde apprenne à connaître qui sont ces femmes-là. D'essayer de faire comprendre, ouvrons notre esprit. Tu sais, on a tellement eu de changements dans la vie. Tu sais, avant ça, on n'acceptait pas l'homosexualité. Après ça, on change le changement de sexe. Après ça, là, il y a eu les couleurs de peau ici et ça. On a tout ouvert notre esprit pour... C'est ça, le changement. Mais on pourrait-tu ouvrir notre esprit et de dire, ben oui, on a le droit à l'erreur, mais ce n'est pas... comment je pourrais dire? Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Oui, il y en a partout des mauvaises personnes. Il y en a, là, ils aiment ça, ils sont bien dans la merde, là. Ils vont continuer. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais si on peut au moins ouvrir la porte pour que le monde voit que ce n'est pas une place, même si tu restes démoniaque toute ta vie, ce n'est pas une place pour toi. La prison Leclerc, on pourrait-tu avoir les mêmes droits de base? Puis, elle restera tout le temps là, ça vient de finir là, mais pas en plus d'avoir des carences affectives qu'on te foute dans cette merde-là. Je ne comprends pas. Tu sais, même que ça soit, hey, c'est niaiseux, là. 2 sécheuses, 2 laveuses sur un aile que 40 femmes, que la plupart du temps, on lave notre linge à tous les jours. Parce que, soit qu'on n'a pas notre linge, les 14, à peu près 10 à 14 premiers jours, tu n'as pas de linge autre que ce que tu as sur le dos et on te donne une vieille jaquette. Fait que, faut que tu laves, hein? Ou tu travailles à la buanderie, côté sale. Ben, il faut qu'à tous les jours, tu prennes une douche et que tu laves ton linge. Ou sinon, 2 jours, si tu as d'autres linges, en change. Ben, il y avait juste une sécheuse qui marchait.
Le yacht t'a pris dans la cabane. Ça a pris 3 mois avant qu'ils viennent la changer. C'est pas juste l'administration, là. On se fout complètement de vous. On n'est pas 10 000, on est 200. Il y a 4 étages seulement. Puis, il y a des étages qui sont pas pleines, là. Tu sais, expliquez-moi comment ça, ces petites affaires-là, on les arrangerait toutes facilement, là. Ça serait peut-être déjà moins pire. Ça serait aussi délabré, on aurait besoin de nouvelles prisons, mais ça serait moins pire émotionnellement pour la femme. On a attendu presque 18 jours pour faire débolter un frigidaire qui était bolté dans le plancher, parce qu'oubliez pas, c'est une prison à sécurité maximale. Donc, on est des criminels par-dessus criminels. Mais là, bolter 4 bolts, enlever ça, il y avait une famille de remords en dessous. Imaginez qu'est-ce que ça sentait. Les agents ne voulaient même plus rentrer dans notre aile à force que ça puait. On vivait là-dedans. Des mémos, puis tout ce que vous voulez, des journalistes. Ça a pris le même temps pareil. Ils sont-ils occupés à ce point-là à engager du personnel? On peut-tu avoir 2-3 hommes à te faire? Même encore là, juste un qui rentre du lundi au vendredi, ça serait-tu guédou? Il y a une défaillance, il y a un je m'en foutisme épouvantable. Si c'est, comme je dis souvent, c'est pas juste une question de je m'en foutisme, c'est on lève le nez. On lève le nez. C'est seulement que des détenus. Hey! C'est arrivé à Lise Thibault. Hein? C'était pas elle, le gouvernement général? Ça peut arriver à n'importe qui. Tu sais, quand on dit ça arrive aux autres, ben les autres, c'est nous autres, imaginez-vous donc. C'est toutes nous autres, les autres. On est toutes des autres pour les autres. C'est nous autres. Fait qu'il faut faire attention. Jamais je me serais cru. C'est sûr qu'à un moment donné, je le savais, là. Mais au début, jamais. Voyons donc. Lâchement d'argent. Voyons, je ne me retrouverai pas en prison. On va payer un ticket, payer ici, mais ça. Non, 4 ans et demi. Je suis allée au fédéral. C'est eux autres qui m'ont remis sur pied, le fédéral. Au pénitencier, c'est supposé d'être, c'est là que tu rencontres les vrais de vrais. Ceux qui ont commis des crimes graves. Moi, on m'envoie là, c'est sûr. Regarde, il y a toute une histoire. Vous prendrez mon livre et vous lirez toute l'histoire rocambolesque face à ça. Pourquoi c'est moi qui ai demandé de m'en aller là. Sinon, j'aurais fait comme mon ami, je me serais suicidée moi aussi. Fait que je suis partie par après. Mais c'est eux autres qui m'ont remis sur la map. Quand tu dis que c'est le fédéral qui, on dit, bon, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Puis, j'ai été 11 mois au Leclerc. J'ai été 7 mois au fédéral. Puis pendant ces 7 mois-là, imaginez-vous, là, il y a 2 mois, là, où on n'a pas eu de cours parce que c'était, ils appelaient ça la pandémie, hein, la COVID. Fait que donc, en 5 mois, eux autres, ils ont réussi à me remettre d'aplomb avec des conseillères, des programmes. À tous les jours, on avait des programmes. Tous les jours. Puis, tu n'as pas le choix. C'est ça où tu fais ton temps. Mais quand tu y vas, puis que tu veux pas, il y a des lumières qui s'allument, mais pourquoi que le fédéral est capable, puis que le provincial est... Puis, c'est à peu près le même nombre de femmes. Voyons, c'est inconcevable.
Il y a Marie-France qui dit « C'est inacceptable que le gouvernement ne fasse rien. Il y a urgence d'agir. Des services psychosociaux seraient nécessaires pour accompagner ces femmes dans leur parcours en détention. À mon sens, on gagnerait beaucoup à leur offrir du support dès qu'il est question d'incarcération. Bravo pour votre lutte et votre courage. » Merci beaucoup, Marie-France. Et tu as tout à fait raison. Parce que la plupart ont besoin d'un suivi psychologique. Moi, mon 11 mois, je l'ai fait en 2 temps. La première fois, j'ai fait 6 mois. Après ça, on m'a sorti sous caution. Et le premier 6 mois, je croyais que ça pouvait pas être pire. Et c'était le moins pire, imagine, que le deuxième temps, l'autre presque 6 mois. Et je peux te dire que j'avais un travailleur social, un psychologue en plus, qui me suivait. La première phrase que j'ai dit à ma travailleuse sociale, c'était je me sens, je suis Louise Henry, mais je suis pas Louise Henry. C'est une coupure que j'ai eue dans ma vie qui a fait que, voyons, qu'est-ce que j'avais vécu, c'était impossible en sortant que c'était moi qui avais vécu ça. Je ne comprenais pas. Non, je n'étais pas cette Louise Henry-là. Ben, je suis quelle Louise Henry, moi, là? Tu deviens... C'est un autre monde. Plusieurs missions d'examen ont été demandées, autant par des députés, par des associations qui soutiennent les femmes, et ils ont tous été refusés. Non, c'est encore pas l'ancienne, mais c'est la sous-ministre du ministère de la Sécurité publique. 2, 3 fois on a pu échanger des courriels. Puis elle a dit, je comprends pas pourquoi qu'est-ce que tu dis, que ça peut être vraiment présent. Elle ne disait pas vrai, vraiment présent, parce que moi, quand j'y vais là, faire des tournées, je leur demande, puis ils me disent que tout va bien. Je peux même pas comprendre. Tu sais, c'est comme je disais, je peux même pas comprendre que vous soyez capable de me dire ça. Pensez-vous vraiment que les femmes qui sont détenues, qui vivent là, l'enfer, vous arrivez avec, la plupart du temps, des agents correctionnels, vous ne rentrez pas de seul là-dedans. Hein? Non, non, on est des dangereuses. Il y a des agents correctionnels qui vont dire « Hey, lui m'intimide, lui frappe dans ma porte, lui me traite de vache, de chienne. » Devant eux autres? Non, ils ne diront pas. On a de la misère à dénoncer, même un coup qu'on est sorti et qu'on a fini notre sentence. Tu penses-tu quand on est dedans qu'on va le faire? C'est une logique pure et simple. Mettez pas des grands mots, ce qu'il y en a pas, là, on n'a pas besoin, là. C'est 1 + 1 = 2. C'est aussi simple que ça. Pensez-y 2 minutes. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Croyez les femmes. Aller en profondeur, c'est comme quand j'ai fait mon livre. Il y avait des faits, on allait en profondeur, on faisait une recherche, on se faisait appuyer, et là, on voyait si c'était la vérité ou pas. Moi, quand on me disait, il y a eu une telle qui s'est suicidée, une telle qui s'est suicidée, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Même avant Noël, en décembre, tu sais, quand on m'a dit, Louise, il y en a une qui est morte de la méningite. Je disais, hein? Avant de mettre ça public, avant d'en parler, tu t'informes, tu vas voir. On n'a pas entendu parler. On n'en entend jamais parler. Et c'est l'omerta. Tu sais, j'ai été voir le protecteur du citoyen je ne sais combien de fois. La dernière fois, j'avais dit au protecteur du citoyen, je dis, écoutez, le ministère de la Sécurité publique vous a demandé, vu que vous êtes notre surveillant, d'aller faire une visite au mois de mars 2021
Vous avez fait comme réponse au ministère de la Sécurité publique? Non, pas besoin, tout va bien. On n'a pas eu de plainte, tout va bien. Vous avez répondu ça au mois d'avril. Expliquez-moi si tout allait bien dans le temps de la COVID, pourquoi que le 1er mai, quelques semaines après que vous ayez répondu, que j'en ai un autre qui s'est suicidé. Il ne savait plus quoi dire. On était dans une table de conférence, il ne savait plus quoi dire. C'est d'omerta tout le temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, plus qu'on va en parler, plus qu'on va le démontrer, plus qu'on va le prouver, on va les avoir. Surtout avec le recours collectif et là, le documentaire qui s'en vient cet automne. Ça va changer la donne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce documentaire-là, Louise? Ben c'est ça, le documentaire, ça va être vraiment... Parce que oui, depuis tantôt, on peut dire, mon Dieu, les bitches, pas mal, les bitches. Mais je ne fais pas juste les bitches. C'est ça, je ne travaille pas main dans la main avec eux autres. Mais moi, mon but, c'est que les femmes soient le mieux possible. Et dans le documentaire, c'est pour démontrer, voici une femme, comment est-ce qu'elle est démolie de savoir qu'elle va rentrer, parce qu'elle a eu sa sentence, elle va rentrer, puis que là, tout le long de son incarcération, qui nous appelait, puis qui nous disait comment est-ce que ça allait. Et des fois, on entendait crier par en arrière parce qu'il y avait quelqu'un qui se faisait ramasser. On était dans le gros vif du, tu sais là, on était live, là. Et pour démontrer qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Et voici quelques solutions, c'est un gros mot, quelques petits exemples qui pourraient peut-être améliorer quelque chose. Parce que je veux montrer à quel point ça nous magane et pas juste nous autres. N'oubliez pas, là, on fait des dommages collatéraux là, quand on s'en va là-dedans. Oh non, mes fils, mes petits-enfants, j'ai fait des dommages. Mon frère, mon propre frère a été obligé de faire faillite à cause de tout ce qui s'est passé, parce que j'étais sa comptable et qu'il y avait un associé. L'associé, hey, lui, regarde, c'est sûr, la méfiance s'est installée là-dedans et de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est arrivé. Fait qu'on fait beaucoup de dommages. Fait que je veux que le monde voit, puis après ça, c'est pas fini, là, même si on a fait notre sentence. Moi, là, j'ai une super de belle place, un beau 4,5, j'ai été choyée par la vie. Parce que c'est un de mes amis qui a une maison et qui m'a dit, Louise, regarde, ma fille est partie, elle s'est acheté une maison, le sous-sol, c'est pas, moi j'appelle pas ça un sous-sol, j'appelle ça un premier étage, il appelle ça sous-sol. Je vais te le louer. Hey, choyée par la vie. J'avais plus de meubles, j'avais plus rien. Maman, je m'accote, je te donne mes meubles. Mais c'est pas tout le monde qui est chanceux comme ça. La plupart ne le sont pas, sont tout nus dans la rue. Qu'est-ce qui arrive après? Tu perds jusqu'à ton linge. Tu sais, puis il y en a beaucoup, ça provient de Montréal. La plupart de la clientèle vient de Montréal. Et tu perds tous tes souvenirs. Ça fait 2 mois que le propriétaire n'a pas une nouvelle de toi. Tu penses qu'il fait à Montréal? Faut ça dans les vidanges. Essaye de revenir. Ben oui, c'est sûr, c'est facile à dire. La loi marche pour nous. Oui, oui. On a de la misère en dedans, tu penses-tu? Parce qu'on est catalogué, le monde. Puis quand tu dis je suis en ancienne détenue, ouh! Non, on ne vous loue pas le logement. Et bateau que ça va te coûter cher d'assurance parce que tu as un casier. Elle n'est pas finie, la sentence. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Fait donc, dans le documentaire, ça va être ça. Dire, écoutez, là, déjà, je pense qu'on est assez punis. Là, à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait mal. Tu sais, puis il faut, à un moment donné, réaliser, dire, qu'est-ce qu'on fait? Et là, dans le documentaire aussi, on va rentrer, c'est sûr, Réabex, qui est une association que j'aime, que j'adore.
avec Patrick Pilon, qui, lui, va démontrer, lui, il fait juste ça. Les personnes qui ont des casiers, vous cherchez un emploi, venez me voir, on va vous placer. Ça prend du monde de même. Parce que ça va toujours être comme ça. Fait qu'il faut s'habituer, il faut amener des solutions magiques. Puis dans le documentaire, ça va être sur grand écran, un documentaire de 90 minutes qui devrait être fini au mois d'octobre, à peu près. Est-ce que tu viendrais le présenter en région, par hasard? Ah ben oui, parce que ça va être sur grand écran, fait donc c'est sûr et certain que ça va passer. Ben c'est un peu comme celui de Michel. Michel, je pense qu'il durait 60 minutes, je crois. Pas sûr. Mais là, c'est ça. Là, on est en négociation pour ça va frapper fort. Puis c'est sûr que je vais le promener partout. Je vais le promener partout, tant et aussi longtemps qu'on va m'accepter pour faire des conférences, je vais le faire. Parce qu'il y en a toujours qui disent, ben, voyons. J'aimerais ça savoir, juste ce soir, combien de personnes étaient complètement, oui, ils savaient peut-être qu'il y avait quelques problèmes, mais comme ça que non. Voyons donc, ça n'a pas d'allure, que c'est nouveau pour eux autres. Tu comprends? Et il faut qu'on en parle, qu'on enlève ce tabou-là, puis qu'on sait de source sûre que la clientèle a besoin d'aide, ça prend, parce que moi, je compte beaucoup sur les centres de femmes aussi. Parce qu'il y en a partout, des centres de femmes. Et il y a, oui, la grosse clientèle vient de Montréal, mais il y en a qui viennent de partout ici. Tu sais, t'en as une ici, t'es là. Comme j'ai fait à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai amené une ex-détenue, puis je l'ai mis en contact avec le centre. Bien, c'est comme un peu des mamans pour eux autres, parce que la plupart n'ont pas eu non plus. Et quand tu vois le lien qui s'y fait, là, tu te dis, wow, wow, j'ai réussi mon coup. Mais chaque centre devrait parrainer, marrainer. On est juste 200. Tu sais, qu'est-ce que tu as besoin? Où tu peux aller chercher. C'est pas de faire la chose pour elle, mais de l'aider à ce qu'elle réalise qu'est-ce qu'elle a à faire. Comme la seule maison de transition qu'on a, c'est à Montréal. La maison de transition, c'est la maison Thérèse Casgrain, qui, elle, a pris ma banque, c'est pour les personnes qui sortent du pénitencier, du fédéral, les femmes qui sortent de là. Mais quand il reste des chambres, elle peut accepter des femmes. Tu vois-tu comment est-ce que ça fonctionne au niveau administratif? Quand tu es au fédéral, tu n'as pas le choix. Maison de transition. Fait que c'est la prison qui dit OK, je vais en avoir une telle date, OK. Au Leclerc, là, il faut que ce soit la fille qui le demande. Il faut que ce soit la fille qui dise ah ben j'aimerais ça m'en aller à la maison de transition, j'en ai besoin. Ils ne savent même pas qu'il y en existe. Ou ils ne savent même pas comment le faire. Ils ne peuvent même pas passer un appel. C'est toutes des anicroches qui n'ont pas de sens. Là, c'est comme les avocats carcérales. C'est méconnu, ça, les avocats carcérales. À chaque fois, là, je le dis aux filles, passez le mot, chaque fois tu reçois une condamnation, amange-toi pour avoir un nom d'avocat carcéral. Oh non, non, j'ai mon avocat. Non, non, c'est pas pareil. Un avocat qui va te défendre au niveau d'un juge, on appelle ça un avocat criminaliste. Mais quand tu es en dedans, ça te prend un avocat carcéral. Si on a décidé qu'on te mettait 48 heures au trou, ça te prend un avocat carcéral pour te dire « Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Qu'il y ait quelqu'un qui l'appelle.
c'est eux autres qui s'occupent de ton temps. Quand arrive le temps de faire une demande de sortie, ça prend un avocat carcéral. Sinon, ils vont te laisser y aller tout seul, puis la plupart du temps, mais ils n'obtiennent pas la sortie. C'est tous des petits trucs que tu te dis, comment ça? Que le monde ne savent pas ça? Ben, c'est parce que ça fait pas longtemps que les avocats carcérales existent. Et c'est un milieu, surtout les femmes, c'est un milieu tellement tabou. Donc, le message ne se passe pas, ça ne véhicule pas. Est-ce qu'il y a des avocats, au niveau des avocats carcéraux qui sont à l'aide juridique? La plupart doivent, d'une façon ou d'une autre, tu vas toujours trouver, que ce soit un criminaliste ou un avocat carcéral, si tu es sur l'aide juridique, c'est sûr qu'il y en a là, qui se font graisser la patte, mais si tu peux avoir l'aide juridique, ça, c'est une autre affaire que les femmes ne sachent pas. Quand ça fait 3 mois que tu es incarcéré, les hommes et les femmes, tu as droit à l'aide juridique. Suite en partant. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Fait que tu demandes l'aide juridique et tu as droit à... Mais moi, en tout cas, tous ceux et celles que je connais d'avocats, ben, c'est toutes des avocats la plupart du temps, fonctionnent avec l'aide juridique. Faut que tu aimes ça. Y a-tu d'autres petites... Je vois pas de main levée. Dans tes discussions, parce que c'est ça, tantôt, je voyais ça, je disais, oh mon Dieu, mon Dieu. Non, ben c'était plus des échanges. Je OK. m'en vais, merci. OK. OK. Ben, peut-être que je peux ajouter, si tu me permets, que je glisse un mot sur Michel. Oui. OK, je vais mettre ma caméra comme ça. Allô tout le monde. En fait, je vais expliquer un peu plus pourquoi on a choisi de parler de cette thématique-là ce soir. C'est qu'en Estrie, on a été touchés par l'histoire de Madame M. Certaines d'entre vous l'ont connue sous ce nom-là. Son véritable nom étant Michel Messina. On pouvait pas l'identifier au début là, parce qu'il y avait une ordonnance de non-restriction par rapport à ses enfants. Mais par la suite, on a pu l'identifier. Michel, en fait, Louise en a parlé un petit peu tantôt. C'est une femme qui s'est battue pendant presque 10 ans pour rester au Canada, en fait. Elle vivait aux États-Unis. Elle n'avait pas la garde de ses enfants, mais ses enfants vivaient de la violence de la part de leur père. Donc, elle s'est envenue au Canada avec ses enfants et elle s'est réfugiée à la Bouée, qui est la maison d'hébergement pour les femmes victimes de violence et leurs enfants à Lac-Mégantic, en Estrie. Puis, à partir de là, ça a été beaucoup de va-et-vient entre justement la prison et Lac-Mégantic parce que son ex-conjoint a décidé de déposer une plainte pour enlèvement d'enfants. Donc, il y a eu, dans le fond, comment je pourrais dire ça, Michel était Plusieurs poursuivi, en requêtes. fait. Oui, Il y a eu merci. plusieurs requêtes pour faire abandonner ça, que le gouvernement du Canada dise non, on a mobile à la garder, ne pas mettre en pratique l'extradition. Oui, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, est allé jusqu'à la Cour suprême. Il y a même eu une demande directement à la ministre de faire aller son droit Ouais. je ne sais pas comment il appelle ça, le droit C'est un droit de veto. Puis elle a refusé. Donc, après toutes ces démarches-là, qui étaient bien sûr appuyées par les groupes de femmes, le Centre de femmes aussi, la MRC du Granit, qui était présent dans ces démarches-là, la coalition aussi, puis bon, un bon nombre de groupes de femmes, de supporters. Il faut dire aussi que Oui, c'est vas-y, important, Louise. l'âge des enfants. C'était pas, à l'âge où ce qui était rendu, c'est incompréhensible.
Ça Oui, faisait... ben en fait, je ne crois pas que j'ai cette information-là, mais je sais qu'ils étaient assez jeunes quand ils sont arrivés, puis là, ils étaient tous rendus adultes, si je ne me trompe Ouais. pas. Donc, ils avaient atteint la majorité. Puis là, donc, voilà, en 2019, il y a eu l'extradition, je dirais, finale, là, qui a été émise. Donc, Michel a été incarcéré au Leclerc pour Avec moi. avec Avec Louise moi. en attente de son extradition. Quand elle est arrivée, elle était clairement dans un état de détresse psychologique. Il y a eu des dénonciations à ce propos-là, il y a eu des démarches qui ont été faites à ce propos-là, mais sans rentrer trop dans les détails, Michel s'est quand même enlevé la vie à la prison. Oui, est-ce que tu veux Non, ajouter? c'est ça, Oui. oui, parce qu'elle n'a pas reçu d'aide et en plus, ces derniers jours, c'était horrible parce qu'elle subissait de l'intimidation où ce qu'elle était avec nous autres. On essayait c'est par un autre détenu qui était en cellule avec elle, est en cellule double au deuxième avec nous autres parce qu'elle était en prévention. Et quand il est sonné l'histoire de, bon, OK, on va être obligé de l'extrader, et qui ont voulu déménager Michel au quatrième, nous autres, on disait non, 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 laisse-la pas toute seule, on veut la garder ici. Même si on lui disait, écoute, elle a besoin, tu sais qu'elle a besoin d'aide, on lui disait tout ça. Ça faisait presque une semaine qu'elle se battait contre cette autre détenue qui l'empêchait de dormir la nuit, qui a vraiment joué avec elle psychologiquement, était à terre, là, ça faisait au moins 3 jours qu'elle n'avait pas dormi quand elle a monté en haut. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, Madame M, Michel s'est enlevé la Ouais. vie. Puis par la suite, il y a eu une demande qui a été faite pour avoir une enquête publique sur ce décès-là. Il n'y a pas eu cette enquête Non. publique-là. Il y a eu, par contre, une enquête de la coroner qui a sorti un peu sous le radar, comme tout ce qui sort par rapport aux femmes qui sont incarcérées au Ouais. Leclerc, mais la coroner a clairement dit que cette mort-là aurait pu être évitée. Puis elle a fait une série de recommandations pour éviter qu'un drame similaire ne se reproduise. Là, je mets des guillemets parce que je suis en train de lire un article de journal. J'appelle pas ça un drame. C'est ça. Donc voilà. C'est fou. Donc, c'est comme ça que cette histoire-là s'est terminée. Pour nous, en Estrie, au niveau des groupes de femmes, on suivait ça parce que on avait des délégués au sein de la table de concertation qui étaient impliqués donc à la bouée et au centre de femmes de la MRC du Granit, pardon. Donc, évidemment qu'on était solidaires avec ces démarches-là et avec l'ensemble des groupes de femmes et des groupes qui sont mobilisés là, pour les droits et la Droits et vie des libertés. femmes, droits et libertés, oui, la vie des femmes qui sont incarcérées ou judiciarisées. Puis on trouvait qu'on n'en parlait pas beaucoup, même pas du tout, en dehors, en tout cas ici en Estrie. Donc on voulait comme mettre ça en lumière, puis on est dans une démarche d'intersectionnalité aussi. Donc on voulait aussi mettre en lumière que les femmes qui sont incarcérées sont justement, comme Louise le disait en début de conférence, des femmes qui sont pauvres, des femmes qui font partie des femmes qui vivent différentes discriminations à la fois, qui sont souvent monoparentales, qui vont se retrouver dans des situations justement d'itinérance ou de risque d'itinérance. Bon, bref, les femmes qui sont à la base de la pyramide, celles qui ont le plus besoin et celles qui ont nettement pas besoin d'aller en prison. Ce sont celles qui se retrouvent en prison. Donc, voilà, c'était ma parenthèse pour pourquoi on a choisi ce sujet-là ce soir. S'il n'y a pas de commentaires ou de, tu sais, gênez-vous pas là, pour
écrire dans le chat. Je suis de celles qui en savaient un peu à propos de la prison Leclerc, mais jamais autant. Merci pour tout ça, pour votre temps, votre témoignage et votre dévouement. On doit continuer d'en parler. Vivement la sortie du documentaire. Donc, oui. Et mon deuxième livre en même temps que le documentaire. Oui, super. Ce qui m'amène à ma deuxième prise de parole, qui est mon mot de la fin, en fait. Mais c'est pour vous dire que ce livre-là, oh non, mon écran est à l'envers, mais bref, c'est Alors, on le voit bien? Oui? On le voit? OK, bon, Oui, super. délivrez-nous. Oui, OK, oui, oui. il est pas à l'envers, c'est super. Délivrez-nous de la prison Leclerc de Louise Henry. Oui. Donc, à la fin de ce, ben, peut-être pas à la fin, mais la semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel avec le lien pour la rediffusion de la conférence de ce soir, qui va être sur le YouTube de CAF, de Concertation Famestrie. Il va avoir aussi le courriel directement pour acheter le livre directement à Louise, donc par virement bancaire. Puis il va avoir aussi des liens parce que avec l'histoire de vie de Michel Messina, il y a un documentaire qui a été fait sur Michel qu'on peut voir sur ici-tout.tv. Donc moi, je vais vous mettre ce lien-là que vous pourrez écouter si vous le désirez. Puis je vais vous mettre aussi le lien de 4 capsules qui ont été faites par le Centre des femmes de Laval qui Oui. concernent justement l'intersectionnalité par rapport aux femmes incarcérées. Puis si je me trompe pas, ça s'appelle quelque chose comme le féminisme, ça s'applique à tout le monde, même en prison, quelque chose comme Oui. ça. Donc, c'est super bien fait. Puis on a beaucoup d'informations aussi justement sur pourquoi, en fait, les femmes ont été transférées et tout ça. Puis en fait, c'est ça. On a perdu beaucoup avec ce transfert-là. On a perdu aussi toute l'expertise d'intervention féministe qu'il y avait aussi à la maison Maison Tanguay. Tanguay. Merci. Oui, à la maison Tanguay aussi. Puis c'est vraiment pas la même approche d'intervention qu'il y a maintenant au Leclerc. Puis ça fait vraiment une différence dans la vie des femmes et dans le suivi qu'elles ont à leur sortie. Fait que c'est vraiment une grosse perte. Ouais. Oui. Donc, merci énormément, Louise, pour cette conférence, ta parole et tout ça. Oui, vraiment, on a vraiment apprécié. Je pense que je peux parler pour tout le monde. Vraiment, merci. Puis, pour les personnes participantes, n'hésitez pas à nous réécrire si jamais vous avez d'autres choses là, qui vous popent en tête. Ah oui, et on va vous envoyer aussi dans le courriel, il va y avoir un petit lien pour une petite évaluation du webinaire de ce soir. Ça va prendre 2 minutes. Top chrono, c'est juste pour nous aider parce qu'en fait, c'est le deuxième webinaire qu'on offre à CAF. Puis on aimerait ça en offrir un peu plus parce qu'on voit que il y a un grand intérêt en fait pour ce genre de conférence-là, d'atelier-là. Donc, on voudrait juste avoir votre petit input là, pour voir comment ça a été ce soir. Donc, Et moi, voilà. je voudrais vous remercier pour votre invitation, première des choses, et vous remercier tout le monde de votre écoute. Et j'espère juste d'avoir mis juste une petite once, un once, un once dans chacun de vous de désir de les aider. Ils ont besoin d'aide. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à vous autres aussi.